Bonjour tout le monde, chers invités, bienvenue à cette quatrième édition du Forum des associations du CPQ. Chaque année, nous travaillons sur une programmation qui reflète les enjeux des associations et de leurs membres, et aujourd'hui n'y fait pas exception. Nous aurons l'occasion de parler au cours de la journée d'une variété de sujets comme la transformation numérique et les critères ESG. Ce matin, on va vous parler des perspectives économiques et je crois que dans le contexte actuel, ça nous intéresse au plus haut degré. On le sait, en 2023, on parle beaucoup d'une dynamique de ralentissement économique qui va conditionner les opérations et les décisions des entreprises. Les gouvernements ont déposé leur budget le mois passé. Le Québec a dévoilé son budget le 21 mars. À part les baisses d'impôts qui étaient promises et qui étaient l'élément central du budget, on a parlé de croissance économique qui va décélérer, passant de 2,8% en 2022 à 0,6% en 2023. La progression du PIB devrait être à 1,4% en 2024. En tout cas, nos panélistes nous en diront davantage. Il faut dire aussi que dans le cas du Québec, les prévisions du ministère des Finances sont un peu plus élevées que celles de la moyenne des prévisionnistes du secteur privé et qui se situe à 0,3% pour 2023. Et il y a une variation entre les prévisions du secteur privé qui reflète probablement la grande incertitude découlant de la situation économique actuelle. D'ailleurs, vendredi passé, le ministre Girard a dit que probablement que les prévisions de croissance qui étaient dans le budget pourraient être revues. Le gouvernement du Canada, pour sa part, a présenté son budget une semaine plus tard. Ottawa a adopté une stratégie ciblée pour aider les moins nantis et a axé beaucoup le budget sur l'économie verte, en particulier pour faire face à l'Inflation Reduction Act des Américains. Vous aurez plus de détails à ce sujet lors du panel de 13 heures. Et dans le cas du Canada, les économistes du secteur privé s'attendent à ce que l'économie canadienne entre dans une récession modérée en 2023 avec une croissance de 0,3%. Avant de rebondir à 1,5% en 2024. Pardon, ce sont des chiffres plus faibles que ce qui était annoncé dans l'énoncé économique de l'automne au fédéral. Donc voilà. Pour en parler plus aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir des experts qui vont nous parler comment ils entrevoient l'avenir, est-on en train de gagner la bataille contre l'inflation ou pas encore, c'est quoi la situation du secteur financier, donc beaucoup de questions et M. Raymond Bachand assumera l'animation de ce panel, évidemment avec sa grande expertise. Je n'ai pas besoin de vous le présenter, mais quand même brièvement, en 2 mots, il est actuellement conseiller stratégique chez Norton Rose Fulbright, président de l'Institut du Québec. Il a été en charge de mener, entre autres, le dossier de l'ALENA en 2017-2018 à titre de négociateur en chef. Il est également président du conseil d'administration de Transat. Sa feuille de route est évidemment bien étoffée. On l'a connu aussi comme ministre des Finances et du Développement économique, du tourisme, entre autres. Donc, je vous laisse la parole, M. Bachand, et puis on se reparle vers la fin. Merci beaucoup, Norma. Bonjour, bonjour à tous. Alors, et Transat, c'est terminé depuis 3 semaines. J'étais là en novembre, maintenant j'ai quitté. Écoutez, on a beaucoup à discuter, prévisions économiques, système bancaire, taux d'intérêt, inflation, marché du travail, augmentation salariale, si on a le temps, logement, les prix de l'énergie, beaucoup de sujets. Avec des panélistes exceptionnels qui vont, M. Jimmy Jean, qui est économiste en chef et stratège au mouvement Desjardins, M. McMahon, Sébastien McMahon, qui est stratège en chef économiste à l'Industrielle Alliance, et Dominique Lapointe, qui est stratège marché économique mondial, gestion des placements, Manuvie. Alors, d'entrée de jeu, commençons tout de suite avec le thème des prévisions économiques. Moi, je vous dis, je n'ai jamais vu depuis de nombreuses années autant de divergences dans les prévisions économiques. On regarde les prévisions du secteur privé. D'habitude, vous vous entendez tous sur 2024. À peu près tout le monde prévoit la même chose 2024, mais pour 2023, en tout cas,
au début de l'hiver, en décembre, en janvier, là, ça fluctue énormément comme prévision. Récession, ralentissement. On a même entendu les mots apocalypse d'un de nos célèbres Québécois à New York. Certains disent légère croissance. Alors, éclairez-nous, parce que ceux qui nous écoutent sont des gens qui ont à prendre des décisions pour leurs entreprises. Quelles sont, selon vous, les prévisions économiques pour l'année en cours? Vous pouvez parler de 2024, Québec et États-Unis aussi. J'ai demandé aux panélistes de penser aux États-Unis parce que il y a des divergences et c'est important. Et on va commencer, je vais dire tout seigneur, tout honneur pour une entreprise québécoise, M. Jean, qui va nous ouvrir ce panel. Merci beaucoup, M. Bachand, et merci pour cette invitation. Je peux peut-être commencer en parlant du contexte mondial. Je pense que on peut dire que la thématique au début de 2023, ça a été une thématique de résilience au niveau de l'économie. On s'attendait à ce qu'il y ait une baisse de cadence, mais les données nous montrent que c'est une baisse qui est moins prononcée que ce qui était appréhendé, disons, à la fin de 2022. Puis même qu'on remarque des signes d'amélioration depuis le début de l'année, entre autres dans le secteur des services, les marchés du travail qui ont fortement surpris de par leur vigueur en janvier et en février. On va avoir des nouveaux chiffres là-dessus cette semaine pour le mois de mars, mais ça a été particulièrement vigoureux au niveau des marchés du travail. Tout ça étant dit, on continue d'anticiper un ralentissement avec le début d'une récession cette année. Aux États-Unis, le secteur de l'habitation aussi est très touché par les hausses de taux. Par exemple, à un certain moment donné, les mises en chantier étaient en baisse de 58 par rapport à leur sommet. Par contre, les permis de bâtir, je m'excuse, qui étaient en baisse de 58 Donc, on voit des signes de faiblesse. Puis ça devrait se répercuter aussi dans la demande pour des travailleurs. Par exemple, dans la construction résidentielle, on voit que les ouvertures de postes, les postes vacants sont en forte baisse. Et en général, c'est le prélude à des pertes d'emplois. Et ça devrait s'ajouter à ce qu'on voit dans les secteurs technologiques, dans le secteur financier. Évidemment, tout ça, on a des chiffres en ce moment qui nous montrent le portrait avant la turbulence récente dans le monde bancaire. Puis, nous, on pense qu'il va y avoir des dommages qui vont être permanents de cette crise-là. Les institutions financières américaines étaient déjà en train de resserrer considérablement les conditions de crédit. Je pense que cette tendance va aller en s'amplifiant. Il y a peu de doute que cette dynamique-là va avoir des effets de ricochet sur l'investissement, sur la création d'emplois. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire à quel degré, étant donné qu'on n'a pas encore des données assez probantes. Ça va prendre un certain temps avant qu'on ait assez de données pour effectuer des rajustements de prévision. Mais tout ça pour dire que avant ces tumultes-là, on s'attendait à ce qu'il y ait un ralentissement, somme toute, quand même assez important, dans les alentours de 0,2 pour l'économie américaine en 2023, donc est suivi d'un rebond en 2024, mais un rebond qui quand même, pour une année de récession qui est où on sort de récession qui n'est pas tellement fort, à 1,4 Ici au Canada, on a eu peut-être pas autant de surprises positives, du moins dans l'inflation. Les données d'inflation se sont modérées, donc je pense à la satisfaction de la Banque du Canada. Dans la croissance économique, on a eu des surprises négatives. En fait, pour le 4e trimestre, on a eu un trimestre qui était à plat. Par contre, l'envers de la médaille, c'est que pour le premier trimestre, on s'enligne pour avoir un 3 de croissance. Et ce que ça reflète vraiment, c'est que beaucoup, en décembre particulièrement, il y a eu des effets temporaires, des effets de météo, il y a eu des fermetures de certaines facilités de production dans le secteur énergétique et ça a apparu dans les données. En janvier, on s'est remis de ça, donc ça fait en sorte qu'on a une amélioration. L'autre phénomène aussi qui agit sur les données canadiennes, c'est les livraisons d'automobiles. Par exemple, au 4e trimestre, contrairement à la tendance canadienne, au Québec, on a eu une croissance de 1,9 mais ça faisait suite à un recul au 3e trimestre. Mais cette croissance-là, quand on regarde les dépenses en biens durables au Québec, 22 de croissance au 4e trimestre. Tout ça, c'est les arrivages d'automobiles, les livraisons. Donc, ce pas des gens qui ont été
à un concessionnaire dire bon, les taux sont à 8 je veux m'acheter un véhicule. C'est plutôt des commandes qui avaient été faites il y a plusieurs mois et qui ont finalement été livrées au gré de l'amélioration des chaînes d'approvisionnement. Donc, cet effet-là devrait s'avérer temporaire. Une fois que les gens qui étaient sur les listes d'attente reçoivent leur véhicule, donc on devrait voir un ressac à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention dans les chiffres qu'on voit. Il y a encore beaucoup de distorsions qui sont reliées à la pandémie. Puis, il reste que quand on regarde vraiment tout ce qui est le crédit, les finances des ménages, on l'a vu dans l'enquête sur la Banque de la Banque du Canada hier, c'est quand même c'est très révélateur. Les consommateurs sont en position de difficulté pour beaucoup. Les hausses de taux font mal. Ceux qui renouvellent, ceux qui ont des taux variables, qui doivent renouveler une hypothèque cette année, il y a un impact budgétaire qui est non négligeable et ça amène les gens à vouloir réduire leurs dépenses et augmenter leur niveau d'épargne. D'ailleurs, on a vu le taux d'épargne augmenter aussi. C'est contraire à ce que beaucoup d'économistes s'attendaient de voir le taux d'épargne baisser puis qui ferait qu'on mitigerait une récession. Non, il y a un contexte d'incertitude, puis on voit le taux d'épargne qui, en fait, augmente, était déjà à des niveaux élevés, mais qui a tendance à reprendre une trajectoire vers le haut. C'est ce qu'on observe habituellement en récession. Donc, tout ça, ça milite pour de la faiblesse au niveau de la consommation des ménages, plus particulièrement. Ça milite pour de la faiblesse dans les secteurs qui sont vulnérables à la correction immobilière et au taux d'intérêt. Donc, le secteur de la construction résidentielle, tout particulièrement. On n'a pas encore vu l'impact. Ça prend du temps, ça prend 18 à 24 mois avant que l'impact d'un resserrement, n'importe quel resserrement, et là, on a eu un des resserrements les plus agressifs des 40 dernières années. On commence à voir une remontée des insolvabilités, malheureusement, autant du côté des ménages que des entreprises, et avec l'effet du resserrement du crédit, on va en parler tout à l'heure, auquel on s'attend. Ça va être très difficile d'éviter une récession. On a une croissance qui est prévue à 0,6 PIB réel canadien cette année et devrait s'accélérer à 0,9 dans le scénario de base. On devrait avoir quand même une augmentation du taux de chômage qui va être assez limitée. On parle de 2 points de pourcentage d'augmentation du taux de chômage dans notre scénario. Donc, c'est ce qui fait en sorte que c'est une récession déjà. Merci, M. Jean. Juste pour ceux qui nous écoutent, là, sur chaque thématique, demandez à un de nos animateurs, de nos panélistes, d'ouvrir en 4-5 minutes et puis les autres en 2 minutes. Et chaque thème, celui qui ouvre 4-5 minutes. Je vais vous revenir tout à l'heure, M. Jean, parce que vous avez parlé de récession dans la deuxième moitié de l'année pour vous demander quelle durée et quelle profondeur. Alors, je vais vous demander ça, mais peut-être pour continuer sur les prévisions économiques, Monsieur Lapointe, qu'est-ce que vous en pensez? On est assez d'accord avec le profil que M. Jean a dessiné. Même, on est peut-être à mon avis un peu plus pessimiste, malheureusement. Pas nécessairement pour l'économie en 2023, mais c'est plutôt le rebond en 2024 qui nous inquiète parce que, puis on va y venir dans quelques instants, les banques centrales sont très réticentes à vouloir alléger les conditions monétaires. Puis on ne s'attend pas à un allègement substantiel avant la fin de l'année. Donc, l'effet des hausses de taux vont continuer à se faire sentir pendant un bon moment, même si on a atteint un plateau au point de vue du taux directeur. On pense que l'allègement pour les ménages et les entreprises va plutôt venir seulement au début de l'an prochain, ce qui va faire que la reprise va être plus tard dans l'année. Donc, pour nous, à mon avis, c'est plutôt 2025 où vraiment on va avoir un rebond économique assez significatif. Mais pour ce qui est, disons, de perspective pour l'emploi ou de l'investissement, on est aussi d'avis qu'il pourrait y avoir l'augmentation du chômage va être moins élevée que dans d'autres récessions pour des raisons j'imagine, on va y venir. Mais voilà, on est dans le même pessimisme. On n'utilise pas le mot apocalypse, on ne pense pas que ça reflète l'état des lieux à venir, mais ce n'est pas non plus si préoccupant. Merci, M. McMahon. Oui, puis un peu dans le même sens, nous aussi, on se tient loin des mots comme apocalypse, malgré que je respecte et j'aime beaucoup le travail de M. Trahan, on s'entend, mais on est dans un environnement qui est très incertain, comme vous l'avez dit, M. Bachand, d'entrée de jeu, de l'incertitude comme on vit en 2023. Moi non plus, on est des élèves de l'histoire chez nous, dans notre équipe, chez IA Groupe Financier, puis des comparables, c'est difficile d'en trouver. On a vécu une pandémie, la politique monétaire, la politique fiscale ont injecté énormément d'argent. Maintenant, on est en train de rembobiner tout ça.
Comment est-ce qu'on le fait? Tantôt, on parlera plus précisément des banques, mais l'impact sur le système bancaire mondial, du rembobinage de tout ça, c'est encore quelque chose qu'il faut maîtriser. Dans les années 80, vous vous rappelez, il y avait la Savings and Loan Crisis du côté américain où il avait fallu être créatif, même créer des nouvelles institutions de réglementation du côté américain pour aider à replacer tout ça. Il y a cette incertitude-là qui est en place, mais si on fait juste le point de vue macroéconomique, l'effet richesse des ménages, la consommation, ça explique la majeure partie du PIB, comme tout le monde sait, là, on voit que la baisse du prix des maisons, c'est un facteur important. Maintenant, le taux d'épargne, on fait quoi? On se protège par rapport à quoi? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec notre niveau d'épargne? Comment ça impacte la consommation? Beaucoup de points d'interrogation. Le resserrement des conditions financières puis des perspectives qui sont moins sûres font en sorte que les entreprises sont moins prêtes à investir. Le gouvernement supporte un peu. On a encore des déficits au Canada, donc ça vient aider, mais c'est le secteur international maintenant, si on s'en va dans un contexte de volatilité économique ou de faiblesse économique, il y a beaucoup de choses qui pointent vers un passage à vide de croissance qui pourrait durer. Donc, est-ce que ça va être en 2024 ou 2025 qu'on va avoir une reprise plus forte? J'aurais tendance à dire que l'intervalle de confiance est assez large, mais je pense qu'il faut penser qu'on va aller de côté où on va avoir une récession qui pourrait durer un peu plus longtemps qu'on le pense. Puis le retour au beau temps, oui, c'est peut-être plus tard en 2024 ou en 2025. Merci beaucoup. Juste avant de passer au prochain thème des taux d'intérêt, M. Jean, je vous reviens parce que vous pensez en deuxième partie de l'année en récession. Avez-vous, dans vos prévisions, quelle profondeur, quelle ampleur et quelle durée? Ça reste. Pour l'instant, on va vous filmer et on vous remettra ça sur le nez dans un mois. Peut-être une première des choses, c'est de dire que nos dernières prévisions, on les a sorties le 16 mars, donc on était en plein cœur de la tourmente. Évidemment, on n'a pas appliqué d'impact de la turbulence parce qu'on est en plein dedans. Mais c'est quelque chose qu'on va faire au fur et à mesure qu'on a des données dans nos prochaines itérations. Donc, nos prochaines prévisions vont sortir à la mi-avril. Donc, pour l'instant, ce que ça veut dire, c'est qu'on a une récession qui est quand même assez légère. Donc, on a des contractions qui sont au maximum, là, aux alentours de 1% en trimestriel annualisé. Ça débute au deuxième trimestre, ça s'intensifie au troisième, quatrième trimestre. Donc, troisième, quatrième trimestre de cette année dans notre profil, c'est là où est-ce que l'impact est le plus élevé. Et puis, en 2024, on est déjà avec des rebonds, des positifs en termes de croissance trimestrielle. Il reste que ce n'est pas des très gros positifs parce qu'on pense que les banques centrales ne remettent pas les taux à zéro. Il n'y a pas une politique très stimulante, mais il reste qu'on a vu le cœur de la tempête à ce niveau-là, puis qu'on repart sur des bases un petit peu plus solides avec une inflation qui est sous contrôle. OK, merci beaucoup. Ça permet aux industriels qui nous écoutent là, de mieux se mesurer, ce qui amène directement dans le deuxième sujet dont on voulait parler, les taux d'intérêt. Monsieur Lapointe, vos prévisions, là, ce qui s'en vient sur les taux d'intérêt, mais surtout l'impact aussi sur les marchés financiers, puis l'accès au crédit des entreprises et comment on joue ça. Oui, en fait, on pense qu'on a atteint un sommet. En fait, pour ce qui est des taux obligataires, on a déjà rebaissé par rapport au sommet qu'on a vu peut-être au mois d'octobre ou au mois de janvier. Donc, je vais peut-être commencer à en parler. Je vais parler de la Banque du Canada puis de la Réserve fédérale. Puis, si on a le temps, on pourrait revenir avec la Banque centrale européenne ou la Banque d'Angleterre. Mais pour la Banque du Canada, tout le monde ici probablement le sait, on est en pause. On pense qu'on va rester en pause jusqu'à la fin de l'année où là, on anticipe le début des coupes de taux d'intérêt. La raison, c'est qu'à ce moment-là, selon nous, même si la Banque du Canada en ce moment ne veut pas parler de coupe de taux d'intérêt du tout, la combinaison de la récession qui va avoir été, on va probablement avoir les données, et l'inflation qui va avoir beaucoup baissé va permettre à la Banque du Canada, va un peu lui forcer la main pour entreprendre là, une baisse de taux d'intérêt. Même chose à la Réserve fédérale, on pense qu'il reste seulement une autre hausse de taux à venir à la prochaine décision. Même celle-là, elle n'est pas certaine, considérant les événements là, du dernier mois avec le système banquier américain. Puis par la suite, une pause étendue aussi jusqu'à la fin de l'année. C'est un peu les mêmes dynamiques inflationnistes et les mêmes dynamiques de croissance qui vont venir forcer la main à la Fed.
Par contre, ça ne veut pas dire que pendant que les taux directeurs sont stables, il ne va pas y avoir des mouvements de taux d'intérêt dans d'autres types de taux. Comme je dis, les taux d'intérêt obligataires, tout le monde ici sont familiers, ça anticipe les mouvements de politique monétaire. Puis je vous dirais même à très court terme, peut-être même qu'il y a des risques à la hausse pour ce qui est des taux obligataires. On a vu, suite à la faillite de SVB et des autres banques, une baisse assez prononcée là, de la courbe de rendement, surtout à court terme. Et on anticipe même dans les marchés financiers plusieurs coupes de taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Je pense que c'est 3 aux États-Unis, même chose au Canada. On pense que c'est prématuré et que les pressions inflationnistes demeurent trop élevées pour que les banques centrales veulent couper les taux d'intérêt de manière imminente. Donc, lorsque les marchés réalisent cela, ça pourrait être un risque à la baisse, autant au point de vue du marché des actions que du point de vue obligataire, où on va enlever les coupes de taux qu'on anticipe. Par contre, à moyen terme, comme j'ai mentionné, l'impératif de la contraction économique et des pressions inflationnistes moins fortes vont faire en sorte qu'on va y avoir un désinversement de la courbe de rendement probablement à mesure que les coupes vont être plus imminentes. On va voir les taux d'intérêt plus à court terme baisser assez rapidement. Ça, c'est toujours le même profil lorsqu'on a une récession. C'est comme ça que la courbe de rendement réagit. Donc, on a un inversement avant la récession. Lorsqu'on vit la récession, on a un désinversement. Pour ce qui est des taux qui affectent les ménages, les entreprises, les taux hypothécaires pourraient baisser plus rapidement que le taux directeur. Même, j'ai noté peut-être une petite baisse pour certains taux préférentiels là, dans le dernier mois. Pour ce qui est du taux préférentiel aux entreprises, lui, il suit généralement assez bien là, le taux de la Banque du Canada, donc ça devrait être assez stable d'ici la fin de l'année à des niveaux assez élevés. Donc, ça, c'était le profil un peu de ce qu'on entrevoit pour les taux dans l'économie nord-américaine. Pour ce qui est des conditions de prêt, c'est un peu différent. Ça dépend de plusieurs facteurs, dont le bilan des entreprises, la perspective des ventes, l'appétit pour le risque des créditeurs. Et aux États-Unis, on remarque un resserrement assez sévère là, des conditions d'emprunt. Lorsqu'on regarde de manière agrégée là, l'enquête auprès des responsables des entreprises, ça a rarement été aussi serré. Puis, malheureusement aussi, ce type de conditions d'emprunt-là pour les prêts commerciaux industriels aux États-Unis, ça ne s'est jamais vu sans qu'il y ait une récession qui a suivi. C'est un leading indicator qu'on utilise beaucoup. Point de vue de la dette corporative sur les marchés, on a vu aussi un élargissement assez important des écarts d'emprunt. Puis à mesure que les conditions financières pourraient se resserrer, les conditions des entreprises de leur bilan, on pourrait même voir un peu encore d'élargissement des écarts d'emprunt. Ça, c'est aux États-Unis. Au Canada, les données qu'on a restent généralement bonnes. Puis peut-être qu'il y a des gens dans l'assistance qui ont une perspective différente. Je serais curieux d'entendre leur point de vue sur le plancher. Mais en général, lorsqu'on prend l'enquête auprès des responsables du crédit de la Banque du Canada, on voit un léger resserrement, mais ce n'est pas autant qu'aux États-Unis. Même chose, hier, M. Jean a mentionné là, les perspectives des entreprises de la Banque du Canada. L'accès au crédit n'est pas encore une préoccupation qui semble importante lorsqu'on demande aux dirigeants. La pénurie de main-d'œuvre, puis la pression sur les coûts qui proviennent de l'inflation, les salaires, demeurent les préoccupations les plus importantes pour les entreprises dans ce sondage-là. Mais encore une fois, les entreprises s'attendent à des perspectives de vente négatives, à une baisse de leur prix qu'ils vendent. Donc, ça pourrait continuer à se détériorer l'accès au crédit d'ici la fin de l'année. Merci. Donc, les grands projets d'investissement ou d'acquisition 2023 est une année au sommet des taux, fondamentalement par rapport à 24-25. Sauf que, évidemment, si vous êtes un Canadien prédateur par rapport à une entreprise américaine qui, eux, avec les différences que vous expliquez, vont peut-être être plus serrés. Puis si vous êtes bien capitalisé, il y aura peut-être en fin d'année des opportunités qui se déploient. Est-ce que j'exagère dans mon commentaire? En fait, ça va vraiment dépendre à quel point les conditions financières peuvent s'améliorer d'ici la fin de l'année. Donc, quand je parle de baisse de taux d'intérêt, ça ne va pas nécessairement se traduire par une amélioration de l'accès au crédit. Si on est en fin de l'année, on est encore, nous, on anticipe par exemple le 4e trimestre, une reprise assez faible de l'économie. Ça ne veut pas nécessairement dire que les conditions vont être bonnes pour fusion-acquisition.
Peut-être, mais ça pourrait être plus vers la moitié de l'an prochain où là, il va y avoir un relâchement plus important des conditions financières puis de l'accès au crédit pour ce type de projet-là. OK. Merci. Monsieur McMahon, un commentaire sur les taux d'intérêt? Oui, bien, regardez, les banques centrales sont pris avec des problèmes qui sont assez complexes dans le moment. Il y a la stabilité des prix puis la stabilité financière, ou du moins secteur bancaire. Puis l'inflation demeure encore vigoureuse. Même si d'ici la fin de l'été, vous allez voir le taux d'inflation, il est annoncé dans les nouvelles, à la télévision, dans les journaux, annuel baisser, mais il ne faut pas oublier qu'on enlève des mois de forte inflation de 2022 dans le calcul. Donc, ça aide, mais quand on regarde mois sur mois, l'impulsion de l'inflation, on voit qu'elle demeure forte. Même il y a des régions dans le monde qui est en train de se réaccélérer. Il y a des classes d'actifs qui se réaccélèrent. Donc, le combat des banques centrales n'est pas gagné. La Banque du Canada est en pause. Nous, on est d'avis que si elle fait quelque chose en 2023, ça ne serait pas de couper le taux directeur. Peut-être qu'elle pourrait avoir de la pression provenant d'une économie qui est plus vigoureuse qu'attendue, puis une inflation qui est plus, disons, collante qu'attendue, pour peut-être faire une autre hausse du taux directeur, juste pour venir envoyer un signal fort qu'elle s'occupe de la situation. Donc, je dirais que penser que les taux d'intérêt vont baisser en 2023 avec les données économiques qu'on a actuellement, c'est probablement prématuré de le faire. Donc, oui, on est probablement au sommet cette année. Vous avez besoin de prendre des décisions. 2023, les taux sont relativement élevés. 2024, 2025, risquez d'avoir des taux plus alléchants pour vos projets. Monsieur Jean, vous partagez la même opinion sur les taux d'intérêt? Oui, je pense que effectivement, ce que les banques centrales nous ont informé dans les derniers jours, les dernières semaines, c'est qu'il y a une distinction à faire dans l'utilisation de certains outils pour s'attaquer à certains problèmes. Donc, dans le cas actuel, si on parle de déséquilibre sur d'instabilité financière, vraiment, on a des outils, on les a mis d'ailleurs en application et très rapidement, au cours d'une fin de semaine, on a fait de déployer des mesures très musclées pour tenter d'enrayer la crise, éviter une contagion. Et c'est ce genre d'outils-là qu'on va privilégier. D'ailleurs, il y a eu un discours la semaine dernière de Tony Gravel, sous-gouverneur de la Banque du Canada, qui était très clair là-dessus. Qu'on avait les moyens de répondre à ça sans nécessairement avoir à impliquer les taux d'intérêt. Donc là, en ce moment, on voit encore que les marchés sont positionnés pour des baisses de taux, quoi qu'on les a décalés, c'est rendu plus loin dans l'année. Mais il y a quelques semaines, on anticipait des baisses de taux presque imminentes. Et les banques centrales disent non, on ne peut pas parce que l'inflation est encore élevée et on n'a pas encore les certitudes qu'on veut là-dessus. Je donnerais juste l'exemple, par exemple, au Canada, là, quand on regarde la question des salaires, c'est très important parce que ce qu'on cherche à faire vraiment baisser, c'est l'inflation dans les services excluant le logement, parce que le logement, oublie ça, ça va continuer de persister. On a fait des analyses, puis le logement va contribuer de manière significative à l'inflation. Donc, il faut aller chercher la faiblesse dans les services excluant le logement. Et ça, c'est influencé en grande partie par les salaires. Là, les salaires, c'est aux environs de 4 à 5 en variation annuelle. Quand on regarde la variation trimestrielle annualisée, donc la tendance à plus court terme dans les salaires, dans à peu près toutes les industries, cette variation-là, 3 mois annualisée, dépasse celle de la variation annuelle. Donc, le message que ça envoie, c'est que les salaires vont aller vers l'accélération et non la décélération. Donc, ça, c'est une préoccupation pour la Banque du Canada. C'est pour ça que au mieux, il reste au neutre. Il ne bouge pas les taux d'intérêt parce qu'il y a quand même le resserrement quantitatif qui agit, mais on garde aussi la porte ouverte à en faire plus si on juge que l'amélioration n'est pas satisfaisante. OK. Merci beaucoup. On va revenir sur les salaires parce que c'est une grande préoccupation des employeurs. Mais évidemment, dans l'économie, il y a toujours des stress qui arrivent. Je pense à Lehman Brothers dans le temps. Et aujourd'hui, c'est les stress dans le système bancaire. Et particulièrement, il y a des déséquilibres d'appariement importants dans la liquidité. Peut-être que M. McMahon peut nous lancer cette thématique-là et voir comment vous voyez ce qui se passe dans le système bancaire américain. Ouais. Particulièrement, c'est quoi les effets? Regardez, la situation des banques, c'est très important parce que les banques, comme le système financier, c'est la courroie de transmission de l'économie. Donc, une économie en santé a besoin des banques qui sont solides. Puis là, on va se dire tout de suite pour commencer, ce qui s'est passé avec SVB, le Silicon Valley Bank, ça va être étudié dans les livres de CFA puis les livres de gestion de risque comme contre-exemple pendant des générations. Là. Donc, ce n'est pas généralisé ce qui s'est passé chez SVB. C'est un problème d'appariement, c'est un problème de prise de risque. Nos clients sont concentrés à Silicon Valley.
C'est des clients que ça va bien quand l'économie est forte, quand les taux d'intérêt sont bas, sont allés prendre leur bilan, sont allés l'exposer exactement au même risque. Fait que quand les gens voulaient leur argent, ben l'argent est exposé. On se retrouvait avec des enjeux là. Crédit Suisse, c'était un des mauvais élèves européens qui avait payé des dizaines de milliards de dollars de pénalités, puis parce qu'il s'était mis dans le trouble avec les régulateurs européens avec le temps. Donc, il ne faut pas généraliser ces deux cas-là. Mais le phénomène des banques, c'est le problème qu'on a dans le moment. C'est pour ça que ça ressemble beaucoup au Savings and Loans Crisis des années 80, où des petites institutions qui faisaient des prêts hypothécaires se sont retrouvées dans des problèmes quand les taux d'intérêt ont augmenté trop rapidement parce que la Banque centrale américaine combattait une vague inflationniste à ce moment-là. C'est les années 80 quand on voulait régler une fois pour tout le cas de l'inflation. Donc, ça rime un peu avec ce qu'on vit actuellement. Les Savings and Loans Institutions des années 80, aujourd'hui, on dirait que c'est du shadow banking, c'est des institutions alternatives. Maintenant, c'est les grandes banques qui sont pris un peu avec un problème qui est similaire en certaines parties, c'est que tout l'argent qui a été investi dans l'économie, qui a été injecté par la politique monétaire, la politique fiscale en 2020, cet argent-là se retrouve éventuellement quelque part dans les dépôts d'une banque. C'est comme ça que ça fonctionne le système bancaire. L'assouplissement quantitatif, là, qu'est-ce qui est la hausse de la taille des bilans des banques centrales, c'est vous regardez le montant qui a été injecté dans l'économie, puis vous regardez la hausse des dépôts des banques, vous allez trouver des chiffres qui sont pratiquement la même chose. Donc, l'argent qui est injecté, ça va dans les dépôts des banques. Les banques, elles, se retrouvaient avec beaucoup trop d'argent sur leurs mains. Les banques doivent investir cet argent-là en capital réglementaire selon les normes bancaires du moment. Donc, il y a eu des exemptions en 2020 jusqu'en 2021 pour dire, vous n'êtes pas obligé d'investir ça dans des actifs qui pourraient être liquides, tout cet argent-là, mais jusqu'à temps qu'à un moment donné, les changements de réglementation se défassent avec le temps, qu'on vienne à la réglementation. Puis là, les banques se sont trouvées qu'ils ont beaucoup trop d'argent dans les mains, obligées d'investir ça dans des actifs illiquides ou des actifs de haute qualité, mais qui peuvent être exposés au mouvement de taux d'intérêt. Là, c'est ça. On se retrouve avec les banques qui ont des actifs pour accoter les passifs qui sont les dépôts. Puis ces actifs-là, ils n'ont pas la même valeur que les passifs qui sont des dépôts. Donc, ça, c'est un peu le problème d'appariement là, qu'on parlait. Là. J'ai essayé de faire un portrait très, très court, puis j'ai coupé les points ronds là, pour le simplifier pour vous ici. Mais on se retrouve avec ce problème-là. Puis là, on se retrouve que les banques centrales sont pas en assouplissement quantitatif, sont en resserrement quantitatif, sont en train d'essayer de ressortir l'argent de l'économie. Donc, ça veut dire qu'ils sortent l'argent des dépôts des banques. Et les dépôts des banques, là, l'argent, il faut qu'elle sorte. Il faut qu'ils liquident des actifs pour payer tout ça, d'où les problèmes de liquidité qui peuvent arriver, puis d'où les autres programmes de réserve fédérale qui ont été créés récemment. Puis au Canada, Tony Gravel, Jimmy en parlait récemment dans le récent discours, on a d'autres outils pour régler ça. Ça veut dire qu'ils pourraient faire des programmes où est-ce qu'ils aideraient les banques à liquider leurs actifs de façon raisonnable pour éviter les ventes de feu, pour payer pour ces dépôts-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les ruées sur les banques qu'on a vécues aux États-Unis récemment, c'est des cas spécifiques. Si les autorités monétaires font rien puis laissaient juste le libre marché, probablement qu'on en aurait eu plusieurs autres. Probablement qu'on aurait eu une crise bancaire. On a réussi à éviter ça du côté américain. Mais même si on n'a pas eu de problème avec nos banques canadiennes dans le moment, les banques canadiennes sont solides, sont bien capitalisées, sont bien réglementées, la pression sur les banques va rester. Donc, c'est un beau casse-tête pour les autorités, dont la Banque du Canada, Réserve fédérale, de dire qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce qu'on peut se permettre de continuer de hausser le taux directeur? Moi aussi, je suis d'avis que oui, parce qu'il faut se battre avec l'inflation qui est un enjeu. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la taille du bilan? Qu'est-ce qu'on fait pour fournir la liquidité aux banques? Attendez-vous d'entendre parler beaucoup de la Banque du Canada, des banques canadiennes, américaines, européennes encore en 2023, parce que c'est pas évident. On n'a jamais vécu ça, un rembobinage aussi rapidement de politique monétaire aussi agressive. Donc, les banques, c'est central. Il y a un risque là. Une conséquence directe, je vais arrêter là, c'est que les banques se retrouvent avec leur bilan potentiellement sous pression. Qu'est-ce que tu fais quand tu es une banque dans ce temps-là? Tu prêtes moins ou tu augmentes tes standards de prêt beaucoup plus, de façon plus serrée. Puis, ça veut dire que l'économie ralentit parce que le cycle de crédit, vous le savez tous, les gens en affaires ici, c'est un morceau déterminant pour la vigueur économique. Donc, tout ça, il n'y a rien de positif pour le portrait macroéconomique dont on parlait au début de la discussion. Merci, c'est une bonne comparaison. C'est excellent. Au Québec, vécu la même chose, mais dans des compagnies d'assurance, la Laurentienne, la SSQ. J'étais au Fonds de solidarité quand
c'était pas mal géré, mais c'était totalement désappareillé, puis ça a comme déséquilibré leur bilan, plus de liquidité. Monsieur Jean ou Monsieur Lapointe? Alors, je peux peut-être y aller pour commenter là-dessus. Je pense que c'est important aussi de, quand on pense au taux d'intérêt, je suis assez d'accord que les banques centrales n'ont pas vraiment intérêt à vouloir se montrer, ce qu'on appelle en anglais le financial dominance. On a eu cette habitude-là dans le dernier siècle, tout particulièrement, chaque fois qu'il y avait des enjeux, des craintes, c'était pas long que les banques centrales baissaient les taux, donnaient plus d'accommodement. Et ça a eu un effet malsain sur les attentes des marchés, sur la psychologie des investisseurs. Donc là, on est sorti de ça. La raison pourquoi on pouvait le faire dans le dernier cycle, c'est parce qu'il n'y avait pas d'inflation. L'inflation n'était pas menaçante. Maintenant, on a un problème où on essaie de stabiliser l'inflation. Donc, on n'est plus dans ce paradigme-là. Mais ça va quand même être intéressant de voir comment ça joue dans les prochains mois, dans les prochains trimestres. On a soit deux options, soit vraiment, on voit d'autres turbulences, d'autres banques régionales qui sont sous pression, puis que finalement, il y a toujours une contagion. Puis finalement, étant donné l'impact, le choc du resserrement du crédit sur l'économie, les banques centrales n'ont pas d'autre choix que de baisser les taux parce que finalement, l'effet de resserrement, il se fait par le canal du crédit ultimement. Et finalement, on aurait un impact qui serait trop important. Sinon, on a un scénario, ça c'est plus un scénario de base, un scénario où est-ce qu'il y a un certain contrôle, il y a on arrive à avoir le dessus sur les enjeux avec les outils qu'on a déployés ou qu'on est capable de déployer. Mais il reste que dans un contexte comme celui-là, il va quand même y avoir un certain resserrement du crédit, une hausse des coûts aussi des taux d'intérêt qui vont être appliqués, qui vont être demandés, particulièrement pour certains emprunteurs plus à risque. Donc, je pense que peu importe le scénario dans lequel on se dirige, c'est certain qu'on ne remet pas la patte dans le tube au niveau du crédit. La question, ça va être de savoir de quelle ampleur. Si c'est vraiment une crise systémique majeure, à ce moment-là, j'ai l'impression, étant donné les impacts sur l'économie qui seraient majeurs, on parlait d'une récession sévère à ce moment-là, par la force des choses, les banques centrales, effectivement, baisseraient leurs taux. Mais si on parle vraiment du scénario plus de base, ça va être de calibrer à quel point les conditions financières se resserrent. Donc, dans cette optique-là, des hausses de taux supplémentaires, sans dire que c'est impossible, mais ça va être de plus en plus difficile. C'est pour ça que je pense aux États-Unis, on a peut-être une autre hausse de taux au mois de mai, puis après ça, on devrait s'arrêter là et mesurer l'impact vraiment sur l'économie parce que je pense qu'il va y avoir un impact assez significatif. Merci. M. Lapointe, sur le système bancaire, puis vous êtes macroéconomie mondiale, vous avez des grandes inquiétudes ou c'est stabilisé, comme dit Sébastien? Oui. Bien, ça semble stabilisé depuis la fusion UBS-Crédit Suisse. Donc, on n'a pas observé un autre choc sur une autre institution d'envergure, mais je pense que ce que ça illustre, puis Sébastien l'a bien décrit, c'est l'exposition de certaines institutions à un secteur en particulier, combiné à un choc de taux d'intérêt, expose les vulnérabilités. Dans le cas des SVB, on a parlé des technologies. Les deux autres banques qui ont fermé, plus petites, c'était l'exposition aux crypto-monnaies. Donc, la question, ce qui nous inquiète, c'est est-ce qu'on va observer d'autres banques ou d'autres institutions financières qui sont très exposées à un secteur, une industrie qui souffre d'un choc économique sévère? Est-ce que ça pourrait être, sans avoir aucune évidence, est-ce que ça pourrait devenir un secteur énergétique? Est-ce que ça pourrait être une certaine industrie qui subit les contre-coups de la récession? Puis on voit des expositions, des institutions financières qui sont très exposées pourraient subir le même type de choc. Donc, c'est ça un peu pour nous qu'on doit surveiller, là. Okay. Merci. Mais je reste avec vous pour la prochaine thématique, qui est l'inflation. L'inflation qui n'est pas un phénomène propulsé par le Canada au Canada, mais qui est plus un phénomène mondial. Là. Quelles sont vos perspectives, là, parce que c'est très important pour ceux qui nous écoutent aussi, de l'inflation dans les prochaines périodes. États-Unis, Europe, le prix du pétrole ce matin, j'ai entendu ça justement monter. L'OPEP va baisser sa production, monter les prix. Alors, oui, ben c'est ça le problème, c'est que pour les banques centrales, il y a une grande partie de l'inflation
que peu importe ou presque peu importe la hausse des taux d'intérêt qu'on applique, on ne peut pas vraiment, c'est très difficile de faire baisser la demande. Donc, quand on parle de l'essence ou la nourriture, à quel point il faut monter les taux d'intérêt pour que la demande diminue assez pour avoir un effet sur les prix de ces secteurs-là du panier de consommation. C'est extrêmement difficile. Donc, ça nous laisse vulnérables à d'autres chocs d'offres. Puis c'est ça un peu le risque pour nous. Puis lorsqu'on observe certaines mesures de l'inflation jusqu'à ce jour, il y a encore une grande partie de l'inflation qui provient des facteurs d'offres et pas juste des facteurs de demande. Ceci étant dit, à mesure que l'année progresse, on a parlé un peu auparavant des effets de base où sans autre choc, de manière, si on veut, mathématique, l'inflation diminue. On pense que ça va continuer jusqu'au milieu de l'année, mais ça va vraiment être à quel point, pour ce qui est de l'inflation des services, qui n'a pas montré de signe d'affaiblissement du tout jusqu'à ce jour, qui est aussi lié au marché de l'emploi, à la pénurie de main-d'œuvre, à la croissance des salaires. Est-ce qu'on peut avoir un accalmie au point de vue de cette inflation-là? Si oui, puis c'est aussi ce qu'on pense en raison de la faiblesse économique, on va avoir la combinaison probablement de l'inflation pour les biens qu'on a consommé énormément, qui avait beaucoup monté, même une désinflation dans certains biens, là, les meubles électroménagers, peut-être le prix des voitures qu'on observe, avec une baisse dans les services qu'on consomme, les voyages, les prix des billets d'avion, les soins personnels. Ça pourrait mener à une inflation qui baisse beaucoup. Mais encore là, on est exposé à des chocs d'offres. Puis ça va être pour les banques centrales, comment est-ce qu'on réagit si on a d'autres annonces au point de vue de l'énergie ou on a des catastrophes climatiques qui viennent faire monter le prix des intrants. Est-ce qu'on va devoir encore plus monter les taux d'intérêt pour venir baisser plus la demande qu'on peut difficilement contrôler en raison de c'est quoi l'inflation qu'on voit. Donc, c'est un peu dans ces perspectives-là qu'on navigue. On s'attend à ce que l'inflation baisse, mais on est exposé quand même à d'autres chocs d'offres. Merci, parce que le Canada, effectivement, il y a toujours l'inflation locale, mais il y a les flux d'approvisionnement mondiaux qui sont le grand facteur aujourd'hui. La guerre en Ukraine qui a affecté toute l'agriculture, donc il se répercute sur l'alimentation et l'énergie. Peut-être que M. Jean, vous voulez commenter sur ça? Oui, tout à fait. Dominique l'a bien mentionné, la désinflation qu'on connaît jusqu'à présent, c'est un peu la partie facile. De plus en plus, on va rentrer dans la partie plus corsée. Donc, par exemple, dans l'énergie, rendu au troisième trimestre, rendu à l'été, on devrait, oui, les prix de l'énergie remontent en ce moment, mais on devrait commencer à comparer plus des pommes avec des pommes en termes de niveau. Ouais. Donc, là, à ce moment-là, l'effet désinflationniste, puis malheureusement, il vient beaucoup de là, parce que quand on regarde effectivement l'inflation core, ça a arrêté de monter, l'inflation excluant alimentation et énergie, ça a arrêté de monter, mais il n'y a pas de soulagement important là. Comme je le mentionnais tout à l'heure, les pressions salariales demeurent au rendez-vous et même il y a parce que ça, c'est des effets de retard. Les négociations salariales en ce moment tiennent compte de l'inflation qu'on a réalisée en 2022 qui était extrêmement élevée. Il y a des pressions, on le voit au Royaume-Uni, il y a des phénomènes de grève en ce moment pour des augmentations salariales. Et ça se voit ailleurs. Les employés ont le gros bout du bâton. C'est vu dans l'enquête sur les perspectives d'entreprise encore hier. Les employés dans les secteurs privés s'attendent à des augmentations salariales assez substantielles. Puis même au niveau des entreprises aussi, on voit que les intentions d'augmentation salariale, même si on a dépassé le sommet, mais on est loin d'être revenu à la normale. Ça reste encore très élevé et nettement au-dessus de la cible de 2 %. Donc ça va continuer de mettre de la pression sur les prix qui vont être affichés pour refléter cette structure de coûts qui continue d'augmenter. Je pense qu'en même temps, ça c'est dans le court terme, à moyen terme, lorsqu'on va avancer en fin 2023, puis plus en 2024, lorsque l'effet de cette récession-là de ce recul de la demande-là va se faire sentir, ça devrait apporter un certain soulagement. Mais quand je disais plutôt l'inflation sous contrôle, c'est la zone de contrôle qu'on fait à la Banque du Canada, c'est 1 à 3 %. Donc, on ne parle pas d'inflation qui revient à 2 % dans notre scénario. On parle juste d'une inflation qui revient dans cette fourchette-là de 1 à 3 %, mais probablement plus dans le haut de la fourchette. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle c'est difficile d'envisager une Banque du Canada ou n'importe quelle banque centrale
amener leur taux à des niveaux planchers, comme ça a été vu dans le dernier cycle, et à recommencer à faire de l'assouplissement quantitatif, hormis s'il y a une crise majeure. C'est pour ça que les marchés ont un petit peu paniqué récemment, parce que c'est vraiment le scénario de queue qui nous amène là. Mais sinon, dans un scénario de base, c'est plus des taux d'intérêt qui vont demeurer beaucoup plus élevés qu'ils ne l'étaient. Et même, il y a des questionnements par rapport à savoir c'est quoi le taux d'intérêt neutre. Est-ce que ce taux-là pourrait être plus élevé? Nous, on pense que oui. Et simplement par mesure de prudence, étant donné la volatilité d'inflation qui risque d'être beaucoup plus élevée dans le prochain cycle, j'ai l'impression que les banques centrales vont vouloir jouer de prudence et même si on va baisser les taux tranquillement, graduellement, on va y aller à un niveau qui va être beaucoup plus élevé que ce à quoi on a été habitué. Donc, ça, on va peut-être parler du marché de l'habitation, mais ceux qui espèrent vraiment avoir une amélioration. On s'en vient sur ça. M. McMahon, peut-être un bref mot sur l'inflation, puis après ça, sur le marché du juste travail. pour compléter ce que mes collègues viennent de dire, l'inflation, quand les banques centrales se battent contre l'inflation, les années 70 ont montré, c'est qu'il faut que tu te battes jusqu'à la fin, puis il faut que tu te battes vite, parce que si l'inflation s'installe, est dur à battre quand il est bien installé. Puis ça passe beaucoup par les services, comme mes collègues l'ont dit, ça passe par les salaires. Puis un très bon exemple, là, c'est ce qu'on vient de vivre avec les salaires minimums qui ont augmenté. C'est tout à fait normal que le salaire minimum augmente, mais le calcul généralement utilisé, c'est que le salaire minimum, c'est 50 du salaire moyen. Fait que le salaire moyen au Québec a augmenté de 7 l'année passée, mais le salaire minimum monte de 7 ce qui fait que les entreprises de services, leur base de coûts augmente, donc il faut qu'ils vendent plus cher, qu'ils créent de l'inflation. L'année prochaine, vous voyez la spirale, donc il faut casser ça rapidement. Donc, de penser que les banques centrales vont pivoter pour des raisons financières en 2023, c'est complètement illusoire. Donc, 2023, inflation encore élevée, taux d'intérêt encore élevé, ça nous amène au marché du travail. Peut-être qu'on peut fusionner, on avait des thématiques marché du travail et augmentation salariale, mais marché du travail, évidemment, il y a des pénuries de main-d'œuvre assez fortes partout, pas juste au Québec, on n'est pas passé le Québec, mais partout au Québec, mais évidemment à cause de la courbe démographique qui vont persister. Quelle est votre perspective sur ça et sur l'agilité des gouvernements pour aider les employeurs qui nous écoutent dans l'immigration, les programmes emploi temporaire, remettre nos étudiants au travail quand ils le veulent, pour arrêter de leur couper puis de leur faire des emmerdements. Comment on se débrouille avec ça au Québec? Quelle est votre perspective sur les... Si je peux commencer, c'est pas évident. Les solutions pour tout ça, on est dans un problème de pénurie de main-d'œuvre. Puis ça fait, regardez, j'étais un jeune économiste au début des années 2000 au ministère des Finances. On parlait du changement démographique qui s'en venait. C'était dans tous les feux. Le financement de la Régie des rentes, tout ça, on savait que ça s'en venait. Là, on a les deux pieds dedans. Au Québec, on a fait des miracles avec les programmes de CPE qui sont arrivés à la fin des années 90 pour amener le taux de participation des femmes à un niveau plus élevé. Ça a donné un vent de dos à l'économie du Québec qui a été assez impressionnant. Maintenant, les seniors, les 65 ans et plus, partent à la retraite. Le taux de participation demeure plus faible au Québec qu'ailleurs dans le Canada, dans ce groupe-là. Donc, on s'est rabattu beaucoup chez le travail des jeunes. Et le taux de participation puis le taux d'emploi des jeunes Québécois, c'est un niveau plus élevé qu'ailleurs dans le Canada. Le taux d'emploi, c'est 5 de plus au Québec qu'ailleurs au pays. D'où le besoin de faire un projet de loi pour encadrer tout ça, parce que là, on était rendu qu'on mettait le fardeau de la croissance économique sur nos jeunes. La solution à ça, ça prend plus de productivité. Mais vous savez, comme ex-ministre des Finances, j'ai dû vous le faire dire à chaque année quand vous consultiez le secteur privé, puis on le dit encore à M. Girard que ça prend des investissements en productivité. L'immigration, c'est un morceau important, mais il faut comprendre que les immigrants qui viennent au Canada, on a les meilleurs immigrants de la planète qui viennent chez nous. Bien, c'est normal qu'ils vont trouver leur communauté, c'est normal qu'ils vont vers Toronto, vers Vancouver, Montréal, on tire un peu notre épingle du jeu, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Donc, c'est tous ces problèmes-là qui sont difficiles à résoudre. Je vous dirais que ça partira pas. C'est de la productivité, c'est un rattrapage avec les autres provinces qu'il faut faire au point de vue de nos infrastructures. C'est des solutions qui sont simples. Un TGV, éventuellement, ça pourrait nous aider pour la mobilité, mais le problème démographique, regardez, compagnies d'assurance, les actuaires vont vous le dire, c'est des mouvements de très long terme. Il faut apprendre à être créatif à travers ça. Est-ce qu'on a trop d'ambition pour la croissance économique? C'est un aparté, vous n'êtes pas obligé de répondre à la question. Mais probablement que dans les 10 prochaines années, penser que la croissance économique va être aussi forte que ce qu'on a vu dans les 10 dernières, je pense qu'on fait fausse route clairement, puis pas juste au Québec, Canada, États-Unis,
name it, on a un ralentissement devant nous. Certainement, la démographie, c'est un facteur qui est trop important. Monsieur Lapointe, marché du travail, augmentation salariale. Oui, bien d'accord avec Sébastien. Le problème, c'est qu'on manque de gens partout. Autant dans les industries qui demandent moins de qualifications, services, hôtellerie, restauration. On observe des fermetures de commerce parce qu'on n'a pas d'employés. Et aussi dans les secteurs extrêmement qualifiés de pointe technologique et dans tout le secteur public. Donc, on a le même bassin de population. Donc, on peut parler des solutions de formation, d'éducation. Il y a aussi les enjeux de reconnaissance des acquis des gens qui viennent immigrer, qui sont toujours, qui créent des délais. Et même, on voit la fonction publique est inondée de demandes et de travail pour reconnaître ces acquis-là, pour délivrer les permis. Donc, tout ça, c'est l'héritage un peu là, des choix de politique publique, des choix qu'on a faits, de comment on a investi dans le gouvernement depuis 20 ans. Et puis, ça va être difficile de pallier à ça, mais Sébastien a bien mentionné, ça va prendre des gains de productivité parce que malheureusement, la démographie n'est pas prête de s'inverser. Et les gains de productivité, vous parlez de ça, M. Lacombe, je suis au ministère des Finances. Un des budgets, on avait aboli la taxe capitale, les crédits d'impôt, l'amortissement accéléré. À la fin du budget, j'étais allé voir le conseil du patronat, puis il m'avait dit, M. Bachand, on n'a plus rien à vous demander, vous avez fait 100% de nos demandes. Il y a d'autres problèmes pour que l'ensemble de l'économie devienne plus productive. Puis effectivement, ce défi-là, le Québec n'a pas encore, dans le milieu industriel, n'a pas encore maîtrisé totalement. Si je peux me permettre, aux États-Unis, par exemple, dans la période post-COVID, on a observé une hausse de la productivité, puis pas au Canada. Puis lorsqu'on divise là, les gains de productivité moyens par décennie, les États-Unis sont toujours en haut du Canada. Donc, c'est presque un peu un mystère de trouver une seule raison ou plusieurs raisons qui expliquent ça, mais il faut observer le fait qu'on a une croissance plus faible de la productivité au Canada chronique. Monsieur Jean, marché du travail, hausse de salaire, vous en avez parlé un peu aussi, on va être sous pression. L'inflation et la pénurie de main-d'œuvre poussent évidemment les salaires vers le haut. Effectivement, c'est un problème d'offre et de demande à la base. Ça prend l'immigration, mais l'immigration, on n'est plus dans les années de Trump où est-ce que finalement Trump nous a donné vraiment un grand avantage concurrentiel au niveau de l'attraction d'immigrants parce que sa politique était tellement hostile. Maintenant, on est dans un autre paradigme où les États-Unis aussi ont besoin d'immigrants. J'espère que vous ne souhaitez pas que Trump revienne pour faciliter l'immigration au Canada. Je ne vous demande pas de commenter. On va voir ce qui va se passer avec Trump aujourd'hui. Mais c'est ça, je pense qu'il y a, même Dominique en a parlé, la reconnaissance des acquis. Je salue les initiatives qui ont été mises en place là-dessus dans le budget de M. Girard. Je pense que un certain accompagnement financier à ceux qui cherchent à faire accélérer la reconnaissance de leurs acquis, parce que c'est un problème récurrent au Québec. Mais je pense qu'il ne faut pas aussi oublier la question du logement, parce que c'est imbriqué là-dedans. Là, on a un problème d'accessibilité au logement. On souhaiterait amener peut-être plus de gens ou les amener en région, par exemple, mais est-ce que les logements sont là? Est-ce que l'abordabilité du logement est au rendez-vous? Ça a longtemps été un facteur d'attraction, mais maintenant, ça l'est de moins en moins, surtout avec des taux d'intérêt aussi élevés. Il y a la question de la rétention, et évidemment, aussi, qui est toujours au centre de cette question-là, parce que avec la rétention de travailleurs plus âgés, on retient aussi des compétences, de l'expérience. Donc, il y a énormément de valeur ou d'intérêt à valoriser ça. Puis, les choses dont on discute à chaque fois, la formation en entreprise, l'importance des micro-accréditations. Puis, le point sur la productivité, c'est important parce que il ne faut pas oublier l'automatisation là-dedans. On peut parler il faut amener plus de monde, mais en même temps, on a une économie qui se développe et il y a de plus en plus d'intérêt et de momentum pour l'automatisation. Donc, si on a les yeux fermés là-dessus, nos concurrents, les États-Unis, le reste du Canada, eux vont emboîter le pas, vont aller plus vite et ils vont nous accaparer des parts de marché. Donc, il faut faire toutes ces choses-là en même temps. C'est la clé de la croissance économique. C'est vraiment l'équipement, l'informatisation, l'automatisation. Donc, au fond, les pressions de main-d'œuvre sont là pour rester. On le sait, c'est la démographie.
les augmentations de salaire aussi, puis ça ne donne rien de trop monter les salaires parce que tu fais juste, parce qu'au vu d'un point de vue de finances québécoises, ben, tu peux te voler des travailleurs d'un secteur à l'autre, mais ça ne règle pas le problème global de l'économie. Moi, je pense qu'il y a un autre, on a 3 minutes, 4 minutes encore, mais il y a un autre aspect qui crée un autre stress et une autre pression, c'est le manque de logement et toute la pression sur le marché du logement. Tu as beau faire venir des travailleurs, mais si tu n'es pas capable de les loger, on revient, on entend parler d'employeurs comme dans les années 50 qui vont créer fondamentalement, ils vont créer les habitations s'ils sont capables d'avoir les modèles dans la construction. Comment vous voyez les pressions sur le logement? C'est quoi les solutions pour débloquer ça? Parce que c'est un autre boulot qui fait des pressions sur notre économie. Avez-vous, en 30 secondes chacun, des solutions pour aider les employeurs à faire face à ça? Et le silence. C'est ça, le silence, ça fait quoi de tout. Je veux dire que pour 30 secondes, je le donne à Jimmy parce que déjà, ils sont meilleurs et de loin que Industriel Alliance sur le sujet. Je te laisse aller. On n'est pas tellement... Je peux te dire une chose. Parce que finalement, derrière tout ça, s'il y avait une solution facile, elle aurait déjà été appliquée. La raison pour laquelle on en parle encore, c'est que c'est compliqué, c'est des enjeux de gouvernance, de palier de gouvernement. Donc, on a beaucoup critiqué, puis nous-mêmes, on trouvait que le dernier budget, Gérard, a été assez limité en termes de mesures supplémentaires pour le logement. Mais il y a une partie qui est vraie là-dedans, c'est qu'on a beau mettre autant d'argent qu'on veut là-dedans, pour faire débloquer les choses, ça prend des arrimages au niveau non seulement du secteur privé, du secteur public, mais aussi entre différents paliers de gouvernement. Et rendu au niveau municipal, souvent il y a des blocages, souvent il y a des oppositions citoyennes à créer, à densifier le genre de direction qu'on veut prendre. Donc, ça a été la même chose en Ontario. On a d'ailleurs décrété des nouvelles mesures l'année dernière pour faire débloquer ça au niveau de la densification. On permet maintenant de construire des unités, par exemple des duplex ou des triplex dans les secteurs résidentiels. Nous, on est habitués à ça au Québec, mais à Toronto, c'était interdit. Un secteur résidentiel, c'est single family only. Puis, donc, il y a des pas comme ça qui sont pris, mais nous, on a calculé la quantité de logements que ça prendrait au Canada, là, mais on peut appliquer au Québec en quelque sorte aussi, mais on estime que ça prendrait environ 350 000 mises en chantier par année pour accommoder la hausse de la population. En ce moment, avec notre prévision, on se dirige vers quelque chose aux alentours de 200 000, étant donné la récession, étant donné le recul. Donc, on est très loin du compte. Et à partir d'une situation où il y a déjà un déséquilibre offre et demande. Donc, c'est pour ça que côté abordabilité du logement, accessibilité, ça va être très difficile. Déjà, on voit que les prix commencent la baisse des prix commence à se stabiliser. Quand les taux vont baisser, on pense que la demande va augmenter, les prix vont partir à la hausse. Donc, ça, c'est la partie qui est... il n'y a pas de solution facile, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, il faut redoubler d'efforts pour, par tous les moyens, tenter d'augmenter l'offre de logement, notamment du logement abordable. Puis, il y a 2 éléments de logement. On parle beaucoup de logement abordable, logement social, etc. Mais toute la main-d'œuvre spécialisée, technologique et tout qu'on fait venir ici, c'est pas dans le logement social. Et donc, l'ensemble des emplois, on a peut-être besoin d'un petit sommet de chantier de réflexion, secteur privé, gouvernement, pour le logement en région, pour les entreprises, pour etc. Je mets ça de côté. Conseil du patronat, c'est pour lancer des idées aujourd'hui. Ils ne sont pas obligés d'être toutes réalisables. On termine peut-être en sautant, puis monsieur Lapointe, dans les autres pressions là, mondiales, l'énergie et l'environnement. Et comment, au niveau, comment vous voyez ça jouer, parce que c'est un autre, et comment au Québec, comment on s'organise avec ça? Oui, bien, l'enjeu géopolitique va rester malheureusement un problème qu'on ignorait peut-être avant, mais qui va persister. Puis ça va l'impact direct, ça va être probablement sur l'inflation, où des chocs géopolitiques vont créer des chocs d'offres dans les prix des produits de base, l'énergie, les métaux, les terres rares. La compétition entre les États-Unis et la Chine pourrait affecter le prix de ces matières-là, la disposition. Même chose, des mesures protectionnistes qu'on voit qui proviennent des États-Unis envers la Chine vont avoir un impact sur peut-être le prix de ce qu'on importe. Donc ça c'est à surveiller. Puis malheureusement, au Canada,
on est une petite économie. Au Québec, on est dans le Canada, donc c'est difficile de pouvoir dire on va avoir notre propre stratégie pour éviter ce type de choc-là. Mais on a quand même au Canada, il faut constater, on dispose dans notre sol beaucoup les matières premières que le monde a besoin, la nourriture. Donc, peut-être que la priorité au point de vue de comment on va développer notre économie, comment on peut faire fructifier nos ressources naturelles. Peut-être que ça, il y a une réflexion à avoir là-dessus pour vraiment l'accélérer, puis peut-être même profiter de ces dynamiques-là à long terme. OK, merci. Je pense que le temps, je ne sais pas s'il y a 30 secondes chacun, sinon, je pense que le temps qui nous était alloué, on est en train de le dépasser. Merci beaucoup à vous. Je sais que normalement, je vais vous passer la parole, mais j'espère que ceux qui nous écoutent devront savoir que c'est vraiment l'économie multidimensionnelle. Puis souvent, on focus sur l'inflation, on focus sur les taux d'intérêt, on regarde la croissance économique, mais la pénurie de main-d'œuvre, le logement, les pressions qui viennent de l'extérieur du pays, des États-Unis et du monde sont fondamentales aujourd'hui dans ce qui se passe pour nous. Puis évidemment, l'environnement, il va continuer, qui peut être des atouts exceptionnels pour le Québec, où les transitions globales sont difficiles. Alors, c'est une année qui va être une année passionnante et turbulente, évidemment. Si je suis un chef d'entreprise, oui, c'est passionnant, mais mettez-donc ça plus tranquille, ça va être encore plus facile à gérer, mais où je pense qu'on a tout le talent, puis grâce à des gens comme vous qui conseillent nos entreprises, on est en meilleure position. Merci beaucoup à vous. Normand, je vous repasse la parole. Mais merci beaucoup, M. Bachand, d'avoir animé encore une fois d'une main de maître. C'est la 3e année, donc et merci beaucoup. Merci beaucoup à nos panélistes, M. McMahon, M. Jean, M. Lapointe. Je crois qu'effectivement, vous avez été très généreux avec votre vision pour différentes perspectives pour les différents secteurs. Donc, effectivement, le temps file, on aurait pu continuer encore des heures, mais malheureusement, il faut arrêter. Donc, comme vous l'avez vu dans le chat, pour les participants, on prendra une pause d'une 15aine de minutes et puis on poursuit avec la prochaine activité avec ma collègue Ariel sur le rôle du milieu associatif. Donc, merci beaucoup. Au revoir.